Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24, l'émission, vous le savez, qui nous permet de décrypter l'actualité, de vous l'expliquer, de vous la vulgariser, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit business et qu'elle soit liée au climat. Et oui, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, l'eau et encore l'eau. On a l'impression qu'on en discute chaque année, qu'on découvre chaque année que le Maroc est un pays avec un climat semi-aride, avec des disparités en termes d'eau, un pays où le gaspillage d'eau ne devrait même pas être une question. Et cette année, avec les pluies tardives, on a l'impression que tout le monde a oublié qu'on était dans une période de sécheresse et d'un stress hydrique absolument intense. Comment faire pour faire face non seulement à cette mentalité, mais également à un déficit structurel en eau du pays, malgré les différents chantiers. On fait le point aujourd'hui dans Parole d'expert. Et pour en parler aujourd'hui, un expert que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir parce que je l'ai eu plusieurs fois, que ce soit sur des plateaux de télévision, des plateaux de radio, dans des événements, notamment la dernière fois c'était à la Journée mondiale de l'eau. C'est Abdelrahim Ksiri qui est avec moi, qui est président de l'AESVT, c'est l'Association des enseignants en sciences et vie de la Terre au Maroc. Vous êtes membre du CESE et vous êtes vice-coordinateur de l'Alliance marocaine pour le climat et développement durable. Voilà, donc vous savez de quoi vous parlez. Et ça, c'est quand même assez intéressant avec vous d'essayer de détricoter, comme d'habitude, et de mieux comprendre les choses et de voir où est-ce qu'on en est clairement, sans être dans le catastrophisme, mais en même temps dans le pragmatisme lié au climat que nous vivons. Avant qu'on en parle, et toutes les émissions à chaque fois qu'on a fait ensemble, on s'était vu aussi à la COP22 à l'époque, et je me rappelle très bien de ce que vous m'aviez dit à la COP22, et qui se vérifie aujourd'hui en termes de climat. On catalogue tout de suite les gens entre climato-sceptiques et les gens qui sont, qui sont dans la mouvance. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, parce que là je vois des chiffres, hein, que ce soit à travers le monde, que ce soit les scientifiques de la WWA, c'est la World Weather Attribution, qui disent que notamment au Mali ou Burkina Faso en début avril, on a eu des températures supérieures à 45 degrés, avec des décès qui sont attribués à ce changement. La phase El Niño, qui a débuté en juin 2023, donc l'année dernière, qui devrait amplifier la surchauffe mondiale en 2024. Et je crois qu'il y a un autre chiffre aussi qui estime que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Ouais. Après 2023, bon bref. Après, on peut voir tous ces chiffres-là Comment, aujourd'hui, on explique ça? Est-ce que c'est le changement climatique nécessairement qui est dû à l'activité humaine, ou c'est une accélération de phénomènes qui sont finalement naturels, mais que l'activité humaine a accéléré? Oui, en réalité, ça fait 28 ans. Donc, cette année, il y avait la COP28 aux Émirats. Et on a vu ce qui s'est passé avec les inondations, oui, pour leur donner un signal très fort comme quoi un pays qui a tous les moyens, mais il ne s'est jamais... c'est-à-dire préparé à avoir des pluies torrentielles en plein centre-ville. Et on a vu que... Ça, on voit les images là, oui, qui sont assez impressionnantes. Vous avez dû les voir sur les réseaux sociaux, parlantes. À Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, un peu partout. C'est parlant. On a vu à Oman, il y avait 18 morts. Donc, c'est vraiment un changement radical. Et ce qu'on ne voit pas, et qui est encore plus dangereux, c'est ce qui se passe au niveau des deux pôles. Il y a une accélération de la fonte des glaces au niveau des océans. Le problème est vraiment, il faut le suivre. Il y a une augmentation de température impressionnante, 28 degrés au niveau de la Méditerranée, et dans certaines zones de Pacifique jusqu'à 38 degrés. Et on a une perturbation, dans la mer. Et il y a une perturbation des courants océaniques, parce que le climat, tout le monde parle des mouvements de l'air, mais c'est les mouvements des océans. Voilà, il y a des courants froids, des courants... Et tout a été bien... construit à travers le temps pour nous donner ce climat. Parce que la Terre, c'est quoi? La Terre, c'est une planète parmi des centaines de millions, mais c'est la seule qui a, pour l'instant, pu avoir cette vie, cette diversité. Cette équation ultra complexe et magique. Avec de l'eau, de l'oxygène, l'ozone, mais surtout le climat. Et le climat, ça fait 28 ans que
que les chercheurs et le GIEC ne cessent de dire, il est en train de se dérégler, on va vers la catastrophe, il faut le maîtriser. L'accord de Paris, il a parlé de 1,2, 1,5, d'ici 2100, il faut le maîtriser. Maintenant, on est à 1,45. C'est totalement dépassé. Donc, même les deux, on ne peut plus. Donc, les scénarios du GIEC, les derniers, c'est on va vers 3-4. Si on fait des efforts. 3-4 degrés. 3-4 degrés. Si on reste dans les 3-4 degrés, ça c'est l'objectif. Donc, les températures records, oui, chaque année, on dit, c'est depuis la découverte du thermomètre, toujours, on a des températures plus élevées. Alors, on va s'arrêter là, parce que c'est important aussi. Parce que le catastrophisme, c'est important pour prendre en considération la manière avec laquelle s'adapter. Mais en même temps, est-ce qu'on ne surestime pas, on va dire, notre action, et est-ce qu'on sous-estime notre capacité d'adaptation? Je m'explique. Lorsqu'on a, tous les jours, on nous dit la température jamais enregistrée. Depuis qu'on enregistre, on enregistre depuis quand les températures? Depuis les années 40. Depuis les années 40. Oui. Et maintenant, il faut voir... Est-ce que ça suffit pour modéliser? Ça, c'est ma question. Oui, parce qu'on n'a pas uniquement le thermomètre, mais on a la paléothermoclimat. Paléothermoclimat, il s'intéresse à travers, même dans les glaces, dans les roches, il peut déterminer en fonction de la structure rocheuse ou glaciaire quelle température on a. Donc, on fait des carottes, ce qu'on appelle des carottes. Et puis on a les températures à travers le temps. Le problème, c'est juste l'accélération du changement climatique. Il y a eu toujours des changements climatiques, mais à travers des centaines, des milliers, parfois des millions d'années. Maintenant, c'est depuis 150 ans qu'on a eu la révolution industrielle. On a fonctionné uniquement, et surtout avec les fossiles, les énergies fossiles. Et pour la plupart des autres pays asiatiques, c'est le charbon. Au Maroc, il faut le savoir, l'électricité qu'on a, c'est 70%, c'est le charbon qui nous offre ça. Donc, si vous avez 10 lampes, c'est 6 lampes qui sont grâce au charbon. Mais donc, voilà. On ne va pas se comparer à des puissances industrielles. C'est sûr. Elles, voilà, mais ça faut toujours essayer de remettre dans l'équation. Oui. Revenons sur le Maroc, parce que c'est important. Là, on a fait on va dire, un panorama, il n'y a pas un panorama, mais en tout cas un état des lieux au niveau mondial. L'impact qu'on a sur le Maroc aujourd'hui, ça aussi c'est important de le savoir. Je vais vous livrer un sentiment. Je veux dire, moi, je me souviens, enfant, avec mes parents, on allait à Marrakech, et je me souviens de 50-52 degrés à Marrakech. Donc moi, dans mon esprit, ça a toujours existé. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, ou on a finalement le climat qui a toujours été celui du Maroc, amplifié? Oui, au Maroc, il ne faut pas parler du climat, il faut parler des climats. Oui, c'est vrai. On a 7 types de climats. On a tout. On a des zones subhumides, comme si vous êtes en plein nord. Le nord. Et on a des zones désertiques. Oui, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe. Voilà. Donc il faut absolument... Cette diversité climatique, c'est elle qui a donné la diversité des espèces biologiques et des écosystèmes. On est à la deuxième biodiversité après la Turquie en Méditerranée. Cette diversité climatique, elle est une richesse, mais c'est aussi une grande fragilité. Parce qu'on est dans un point focal, dans un point chaud, c'est un hotspot climatique, c'est la Méditerranée. Et on est au nord de l'Afrique. Et c'est ce qui a fait que nous qui bénéficions des 4 saisons très bien réglées, structurées, on les a perdues. On ne peut plus parler maintenant de la structuration automne comme on disait. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de vivre, là, par exemple, on est au mois d'avril. C'est ça. Il fait encore frais le soir. Il fait un temps magnifique, je veux dire sincèrement. Encore, nous, au niveau de Casablanca, il fait un temps magnifique, il fait frais le soir. On a eu les pluies, tout est vert, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie en un temps record, tout est vert. Ça va commencer à jaunir dans 3 semaines, dans 2 semaines, 3 semaines, mais tout est vert. Là, on n'est plus dans nos saisons telles qu'on les connaissait au Maroc. Oui, les saisons, on ne peut plus en parler. C'est ça, la grande perturbation du climat, c'est la succession des saisons. Et cette perte de succession, elle agit sur la perte du cycle de vie des plantes. Et donc, les plantes et les espèces animales, ils ont un cycle de vie en fonction du climat. Mais est-ce qu'elles ne s'adaptent pas? Comme nous, êtres humains, on doit s'adapter. Oui. Est-ce que les plantes ne s'adaptent pas? Est-ce qu'on ne va pas avoir de nouvelles espèces endémiques qui sortent, etc. Parce que la Terre, finalement, elle ne nous a pas attendus. Oui, en réalité, il y a un message qui est très clair. Des gens parlent qu'il faut sauver la planète. Mais
Les gens veulent sauver les êtres humains plus que la chercheurs planète. disent non, la planète n'a pas besoin de nous. Bah, on est Il d'accord. faut sauver l'humanité. C'est Parce ça. que l'humanité n'est qu'une espèce qui est apparue, c'est pas trop longtemps, Oui, 2,5 millions d'années, et elle va disparaître que comme la Terre il y en tirera tout. il y en a, oui, la Terre, elle restera, elle changera, les espèces, ils changent, mais la Terre reste. Il y en a qui ont vécu dans des périodes très difficiles, à beaucoup de chaleur ou beaucoup de froid, mais c'est l'humanité qui est en train de se détruire. Et d'ailleurs, on dit que c'est l'espèce la plus intelligente. C'est l'inverse, c'est la nature qui est intelligente. Et c'est le plus bête des espèces, c'est parce qu'il n'y a aucune espèce qui a détruit l'écosystème dans lequel il vit, les conditions de vie, sauf l'espèce humaine. Les autres, ils l'ont subi à cause des météorites ou d'autres facteurs. Oui. Mais ce n'est pas eux qui ont... Ici, c'est l'espèce humaine Donc, qui en est finalement, responsable. là, on est d'accord, c'est qu'il y a une hypocrisie quand on dit qu'il faut sauver la Terre. Non, les gens ne veulent pas sauver la Terre, ils veulent sauver l'humanité, parce que la Terre, il a fallu voir juste, je ne sais pas, vous, à votre petit niveau, pendant le confinement, Oui. hein, moi, j'ai vu l'impact autour de moi. En un mois, on arrête l'activité humaine, et Tourner. incroyable. Donc, s'il n'y avait pas d'être humain pendant un mois sur Terre, je pense qu'elle reprendrait de toute façon. C'est sûr. C'est sûr, bah voilà, C'est sûr. on est d'accord. Et vous l'avez bien dit, chaque espèce trouve sa niche écologique, et s'adapte. La Il y a nature pas de horreur problème. du vide, c'est pour ça qu'on a... Alors, revenons à la manière avec laquelle on va sauvegarder l'espèce humaine. Et l'espèce humaine qui nous intéresse en ce cas-là, c'est l'espèce marocaine, parce qu'on va voir au niveau du Maroc comment on peut faire. Alors, l'eau, revenons sur l'eau, là c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. On revient chaque année, on sait qu'on a un stress hydrique, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. On a vécu des cycles de sécheresse qui se comptent en années, pas seulement en une ou deux, c'est 6-7 ans. On a eu des cycles avec une pluviométrie intéressante. Rien à voir avec les années 80, où là, les campagnes, où les infrastructures n'étaient pas les mêmes. Il y a eu la politique des grands barrages, il y a eu le PERG, il y a eu, bref, pas d'électrique, pardon, avec l'alimentation en eau potable dans le rural. Donc, on est beaucoup mieux lotis qu'il y a 40 ans. Ça, il faut quand même le souligner. Aujourd'hui, un des moyens qui est mis en œuvre avec de grands projets qui ont été lancés, avec des travaux qui ont été inaugurés par Sa Majesté, les usines de dessalement, dont une des plus grandes aussi en Afrique. Parlez-nous du dessalement, est-ce que ça va régler le problème? En réalité, il n'y a pas une seule solution, parce que le problème, il est toujours systémique, il est complexe, et donc il faut toujours avoir plusieurs types d'interventions différenciées, et chacune en fonction de l'état du climat, de l'état du stress, mais aussi de la zone géographique où on est. Et donc, au Maroc, les barrages restent malgré tout un choix stratégique pour une simple raison. Il peut y avoir des précipitations en 24 heures qui peuvent vous donner 5 milliards de mètres cubes. Ça a été le cas. Oui, On a eu des barrages c'est qui ça. ont été On est à remplis 30%. Il y en a certains Oui. petits Des qui ont petits, été remplis oui. à 100. Oui, mais bon. Généralement, on a plus de 30%. Ça veut dire que les barrages restent un choix stratégique. Deuxième chose, et heureusement que le Maroc les a commencés, maintenant, les barrages ne suffisent plus parce que vous pouvez avoir 5 ans sans précipitation. Donc les barrages, ils se sont remplis uniquement en 2010. On a une capacité de 18 milliards de mètres cubes. Maintenant, on est à 20, on va vers 24 milliards. Donc, mais ça ne se remplit pas. Et donc, même si on capte 5 milliards comme maintenant, c'est bien. Pas un problème, parce qu'on a l'eau potable pour la population et on a l'eau pour le bétail, on a pour les arbres fruitiers. Ça sauve vraiment la vie des espèces. Deuxième chose, c'est dessalement de l'eau de mer. On va vers une vingtaine de stations maintenant. Alors, pour 2030. oui, voilà, une vingtaine. Donc, on en a 7 en cours de réalisation. On en a 9 qui seront construites d'ici 2030. C'est selon le ministère de l'Équipement et de l'Eau. On a la station de dessalement de l'eau de mer de Stuka. Voilà. Et puis, il y aura une méga station de dessalement à Casablanca. Et là, on sera avec une capacité de dessalement impressionnante. Ça, c'est les prévisions de 548 000 mètres cubes par jour. Juste pour qu'on puisse mettre quelque chose sur ce chiffre, 548 000 mètres cubes par jour, c'est énorme. Donc, c'est 1,3 milliard de mètres cubes par an. Et comme je dis, c'est énorme, mais ce n'est pas suffisant. C'est énorme d'abord parce que c'est une obligation pour sauver l'économie et les grandes villes. C'est pourquoi ils sont orientés pour Casablanca, Marrakech, même si Marrakech est loin, avec l'OCP. Il y a le projet pour... il y a aussi le Hoceima, Tanger, qui est aussi en étude. Donc, il y a les grandes villes
qu'il faut absolument sauver parce que c'est l'économie, c'est le cœur qui bat du pays. Donc ça permet de régler ce problème. Il y a en même temps quelques milliers de hectares, 15 000 hectares au niveau de Dakhla, mais quelques milliers ici et là, mais ça n'a rien à voir avec les 2 millions d'hectares qu'on irrigue. Donc il faut se mettre dans les dimensions. Et les 1 milliard de mètres cubes de haute dessalement, ça n'a rien à voir avec les 5 milliards maintenant et les 4 milliards dans le sous-sol des nappes phréatiques. Et ça n'a rien à voir, s'il y a un peu plus de pluie, on peut avoir jusqu'à 20 milliards de mètres cubes stockés. Donc, ça reste un élément essentiel. Ça coûte plus cher parce que c'est 60%, c'est de l'énergie. Oui, à Dakhla, on a pu avoir avec l'éolien, parce qu'il y a les bonnes conditions là-bas, jusqu'à 50% de réduction. Oui, dans le mix énergétique, oui. Au lieu d'être à... C'est une réussite, avant, c'est une réussite pour ça. Oui, c'est une grande réussite. Maintenant, on essaie de faire ces projets, d'avoir toujours, et c'était une orientation royale aussi, d'avoir vraiment les énergies renouvelables avec une part importante de chaque station qui va être construite. Et c'est ça ce qui tarde un petit peu certains projets. Mais, comme on l'a dit, le coût reste trop élevé par rapport aux eaux des précipitations. Deuxième chose, il faut toujours des canalisations pour arriver à chaque point, alors que les eaux de pluie, non. Ils sont partout au Maroc. Donc, il faut toute une infrastructure. Et sachant que dans les usines de dessalement, il y a 2 offres qui sont proposées. L'eau pour l'irrigation et l'eau potable, qui sont des procédés, donc il faut la reminéraliser pour qu'elle puisse être consommée. Et donc, ça fait des réseaux qui sont différents. Donc, ça double un peu l'infrastructure. Oui, mais généralement, c'est essentiel pour avoir un seuil d'offres qui permet de sauver et de ne pas subir de manière frontale vraiment la sécheresse. Ça, c'est stratégiquement, c'est nécessaire. Maintenant, est-ce que c'est la seule solution? Non. Mieux que ça, c'est d'avoir ces solutions de crise en réalité, mais de gérer de manière convenable tous nos stocks. La première chose, d'abord... Alors, dernier point, c'est le dernier point que je voulais aborder, c'est toujours, je l'ai dit dans mon introduction, tout le monde avait peur, tout le monde a commencé. Et encore, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, et on l'a vu lors de la Journée mondiale de l'eau, tout ce qui est fait, et l'expertise marocaine en termes d'eau, et vraiment je le souligne, parce que c'est une réalité, sans que vous le sachiez vraiment, pour permettre l'approvisionnement et pour permettre qu'il n'y ait pas eu autant de coupures auxquelles on pouvait s'attendre, notamment à Casablanca, etc. Parce qu'on était arrivé à un point, je pense, qui était juste critique. Il n'y avait plus d'eau pour Casa. S'il n'y avait pas le transfert d'eau, si Nizar Baraka, il faut le saluer, il faut le dire, lorsqu'il est entré, il savait ce qu'il doit faire. Il a accéléré ce chantier de manière exceptionnelle en essayant d'importer de l'aide de partout, de la Turquie, et de travailler jour et nuit. C'est ce qui a sauvé, parce que 25% qui venait de Mrabi' a été une partie manquante. Il fallait rapidement, et on ne pouvait pas avec les stations. Les stations, ça demande 2 ans minimum. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est toujours la partie utilisation, consommation, gaspillage. Dans mon introduction, j'ai dit tout le monde était catastrophé, et puis dès qu'on a eu cette semaine de pluie magnifique, ça y est, tout le monde s'est dit, ça y est, allez, c'est encore la fête, on peut y aller comme on veut, on ouvre les robinets, on fait ce qu'on veut. Comment on lutte contre ça? Il y a un vrai problème de point de vue stratégie politique de la gestion de l'eau au Maroc. Premièrement, toujours et encore, le Maroc travaille sur l'offre. Il ne travaille pas sur la demande. Et cette offre, c'est surtout l'offre de l'État. C'est l'État qui construit les barrages, les stations de traitement, le transfert de l'eau, c'est l'État. Et à part cet effort de l'État, les collectivités ne sont pas dedans, ils ne sont pas dans cette politique. Et qu'elles ne sont pas responsables. Non, ils n'ont pas de projet, ils ne sont pas... Deuxièmement, les acteurs privés, les citoyens, les agriculteurs, tout le monde, il n'y a pas de feuille de route claire pour chaque acteur, et ça doit être territorialisé, parce que ce qu'on peut autoriser ou ne pas autoriser à l'est du pays, ce n'est pas la même chose qu'au nord du pays. C'est en fonction d'abord des disponibilités, et il faut se fixer vraiment un objectif comme quoi il faut au minimum un stockage d'eau pour l'eau potable, le bétail et les agricultures où il y a beaucoup d'investissements, et il faut attendre 5 ans, au minimum pour 5 ans. S'il n'y a pas de pluie, on ne peut pas dire que on avait de l'eau, mais maintenant on n'a rien. Parce que l'eau potable, c'est juste 6%.
Donc, on ne peut pas, pour les 6% multipliés par 5, c'est 30%, ce n'est pas une grande quantité, rester toujours dépendant des alliés. Il faut absolument gérer le stock de manière claire. Deuxième chose, il faut investir, mais aussi contrôler, parce que le plus simple en réalité politiquement, c'est de faire l'offre. Parce que c'est un projet à financer, une étude par bureau d'études, un bouclage sur un crédit de 30 ans, et vous avez le projet. Mais pour réduire, c'est tous les agriculteurs qui doivent réduire. Donc, avec des mentalités, avec des difficultés. Pour économiser dans l'industrie, il faut tout un système dans chaque industrie, ce qui est totalement différent pour les citoyens. Il n'y a pas eu de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a les tranches. Et les tranches, on a vu que c'est ça l'effet. Ça a fonctionné. D'économie, mais bien sûr. Ça a fonctionné. Et lorsqu'on a augmenté le prix de l'eau pour les opérateurs, au lieu que les gens payent plus pour l'opérateur, ils ont réduit la consommation et tout le monde est entré dans la tranche sociale où le coût de l'eau est moins cher pour le contribuable, pour le consommateur, par rapport au prix, au prix réel. Et donc, le problème, le prix de l'eau, il règle le problème. Dans l'agriculture, non. Parce que c'était la question tabou qu'on se disait, parce que l'eau n'est pas assez chère au Maroc, finalement. Le problème, c'est qu'on n'a pas le même système avec tout le monde. Avec les citoyens, il y a les tranches qui fonctionnent. Ils fonctionnent très bien. Maintenant, c'est avec les agriculteurs où il y a la plus grande consommation, et c'est là où on peut économiser le plus. Et là, l'effort n'est pas vraiment... Et les grands projets se perdent dans les détails. Même si on parle des gouttes à gouttes, 500 000 hectares, il faut voir quel goutte à goutte, quel type de comment elles fonctionne, etc. Pas goutte à goutte, et vous me l'avez expliqué, ça ne veut pas dire que le goutte à goutte fait économiser, malheureusement, mais ça, on pourra y revenir sur ce sujet. Merci beaucoup, Sir Abdelrahim, d'avoir été avec nous. On a essayé de vous faire comprendre un peu tout ça. N'hésitez pas à réagir, poser vos questions. On reparlera de l'eau, qui est un sujet hautement important, et comme on l'a dit, on ne peut pas aujourd'hui développer le pays à la vitesse avec ses ambitions sans eau. Il n'y a pas de révolution industrielle sans eau. Il n'y a pas que l'agriculture. Si on veut de l'industrie, il nous faut de l'eau. Voilà. Peut-être qu'il faut dire 3 mots clés. C'est que tout le monde participe au stockage, pas uniquement l'État, citoyens, acteurs, etc. Les bassins, là, pour ça, les agriculteurs... Et les Marocains, ils avaient un savoir. Il faut le développer en fonction de technologie. Deuxième chose, il faut aussi dans la partie financement, les 145 milliards, etc., il faut au moins 30% qui va vers ces petits projets. Deuxième chose, c'est, en plus de stockage, il faut l'économie. Il faut vraiment une vraie politique avec des moyens et avec une réglementation, un suivi, etc. Et des objectifs clairs. Troisième, c'est la réutilisation des eaux. Et là, vraiment, si on ne travaille pas sur ça, on est très loin. On n'est pas bon et il y a beaucoup de marge de progression là-dessus. Et il y a une économie à créer, tout un écosystème autour de ça. Merci beaucoup. C'est Abdelrahim, on se retrouve très vite dans Parole d'experts sur H24. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser vos commentaires. Comme j'ai dit, à très bientôt. Bye bye.